Donc voilà, si vous êtes prêts à partir avec moi, je vais vous parler de mon histoire. Alors je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit, je suis juste là pour partager ce que je vis dans mon quotidien. Donc comme je vous disais tout à l'heure, je ressens depuis toute petite la présence de personnes décédées dans ma vie. Et la première fois que ça m'est arrivé, je suis ici, je suis toute petite, je n'ai pas trop grandi le cul, mais voilà, je suis en classe de CM1 et nous sommes partis visiter les châteaux de la Loire. Donc toute la journée, on a fait plein de visites. Et la dernière visite, le guide nous explique que la châtelaine a été assassinée par son cousin. Et là, la châtelaine m'apparaît. Alors elle m'apparaît sous forme d'hologramme, parce que moi je ne les vois pas comme je vous vois, je les vois par transparence en fait. Et donc je la vois, elle me regarde et elle me dit, mais pas du tout. Alors pareil, comme disait le monsieur, on me parle par télépathie, j'entends pas des voix, c'est vraiment par télépathie que j'entends. Et donc elle me dit, pas du tout, j'ai pas été assassinée par mon cousin, j'ai été assassinée par mon oncle, et il faut que tu rétablisses la vérité. Sauf que je suis toute petite, je remonte. Donc j'ose pas parler, j'ose rien dire. Déjà j'ai peur qu'on me prenne pour une menteuse, j'ai peur qu'on ne me croie pas. Voilà, donc je vais repartir et puis je vais rien dire. Ensuite, je vais vous parler de ma grand-mère Marcelle. Alors ma grand-mère maternelle Marcelle était médium voyante, c'est-à-dire qu'elle faisait les deux choses. Elle prédisait l'avenir et elle ressentait aussi la présence de personnes décédées dans sa vie. Et ma grand-mère, c'était la vraie voyante, vous savez, elle était blonde décolorée, elle se maquillait en rose, elle avait du rouge à lèvres rose, des joues roses, des gros bijoux en or, enfin, je ne ressens pas en fait. Mais voilà, j'ai à peu près pareil, 8 ans, et on revient d'un déjeuner familial, je suis avec elle dans la voiture, donc mon grand-père François conduit, et puis ma grand-mère est à côté, et puis moi je suis au milieu des deux. Et ma grand-mère adorait regarder mes mains, parce qu'elle trouvait que mes mains ressemblaient à celles de ma maman, donc de sa fille, quand j'avais le même âge que sa fille. Et là, elle prend ma main, elle s'arrête, elle regarde mon grand-père, et elle lui dit, François, la petite, c'est la seule de la famille qui fera comme moi. Alors moi, je suis touchée, c'est la première fois que j'entends ma grand-mère faire une prédiction à un membre de la famille. Et puis ma grand-mère, quelque part, je l'ai toujours admirée, je trouvais ça extraordinaire, le don qu'elle avait. Alors je suis touchée, je suis rentrée chez moi, j'ai dit à ma mère, maman, tu sais pas, mamie, elle m'a dit que je ferais comme elle. Je vous raconte pas, hein. Ma mère n'a pas du tout apprécié. Elle a grondé ma grand-mère, qu'est-ce que tu mets dans la tête de la petite, je veux plus que tu lui en parles. N'empêche que ma grand-mère m'a donné sa boule de cristal, parce qu'elle avait aussi une boule de cristal, donc c'était la vraie. Hein. Elle avait les cartes de la boule de cristal, et du coup, moi je m'en suis jamais servie, je sais même pas si je serais capable de voir quoi que ce soit dedans, mais je l'ai gardée chez moi, donc j'ai toujours la boule de cristal de ma grand-mère. Et voilà, je vais grandir comme ça, et effectivement, je me rends compte que souvent, j'ai des personnes décédées qui m'apparaissent dans ma chambre. J'adorais aussi aller au cimetière, quand j'étais petite, j'adorais aller dans les cimetières. J'aimais faire des prières. Et je ressentais vraiment de la joie, je me ressentais vraiment remplie d'amour. Donc en fait, je me sentais bien avec les personnes décédées. Parfois quand même, je vous raconterai après, j'avais un peu peur quand même. Voilà, j'arrive en Nouvelle-Calédonie et un an plus tard, mon grand-père, Vincenzo, vous voyez ici, des Siciliens, ils sont arrivés avec ma grand-mère de Sicile dans les années 1960 à Dijon. Et lui, j'étais pas très proche de mon grand-père parce qu'il parlait pas français, il l'avait pas appris. C'était surtout ma grand-mère qui avait appris à parler français, lui il continuait à parler italien. Donc j'étais pas très proche de lui. N'empêche que voilà, il est malade, il a 93 ans. Et ma maman m'appelle pour me dire, ben voilà, ça y est, Pépé est décédé. Alors j'ai ressenti le besoin de faire une prière, de me recueillir pour lui. Donc je me suis mise dans une petite chambre, il n'y avait pas de meuble dans cette petite chambre. Je me suis assise par terre et je me suis recueillie. Et là, je vous jure que c'est vrai, il m'apparaît. Pareil, sous forme d'hologramme, il m'apparaît comme ça, il a rajeuni. Il était assis comme ça aussi par terre. Oh, je me dis, oh Pépé, t'es beau, t'es jeune. Est-ce que t'as été gentil avec mamie pendant toutes ces années? Il m'a souri, mais il m'a pas répondu. Et après, j'étais quand même pas très à l'aise, donc j'ai fermé les yeux, et quand je les ai ouverts, il avait disparu. Et j'étais heureuse, j'étais joyeuse, j'étais contente pour lui parce que j'ai vu voilà, qu'il avait rajeuni, qu'il allait bien. Je trouve ça mais magnifique. Donc le lendemain, quand j'arrive au travail et que je dis que mon grand-père est décédé,
Tout le monde me dit, oh, ma pauvre, et comment tu vas, comment tu vis? Alors j'ai fait semblant, hein. Je dis, oh, c'est difficile, bah oui, j'ai de la peine. En fait, c'est pas vrai. Moi, j'étais heureuse pour lui parce que j'avais ressenti toute cette joie. Une autre fois aussi, en pleine nuit, j'ai envie d'aller aux toilettes, ça m'arrive tout le temps en fait. Sauf qu'en fait, j'ai peur, moi, la nuit, des cafards. Alors j'allume la lumière, j'ai toujours peur de tomber sur un cafard. Et en pleine nuit, j'allume la lumière, et là, je tombe sur une dame habillée tout en blanc. Oh, j'ai super peur, et je me dis, c'est pas grave. En pleine nuit, j'ai peur, hein. C'est pas grave, je vais fermer les yeux, si elle voit pas que je l'ai vue, elle va disparaître. Donc je cours me coucher, comme ça, j'ai le cœur qui bat, je me dis, je l'ai pas vue, et je me dis dans ma tête, je l'ai pas vue, je l'ai pas vue, je l'ai pas vue. J'arrive à me rendormir. Le lendemain, je me dis, non, ce soir, je n'irai pas aux toilettes, je vais revenir. Puis vous savez ce que c'est? Minuit arrive, minuit et demi, et là je commence. Et je me tourne à droite, et je me tourne à gauche, et j'irai pas, et bon, bah, finalement j'y vais. Donc là, on rallume la lumière. Oh là là, elle est là. Oh, elle est là. Je ne l'ai pas vue, je ne l'ai pas vue, je ne l'ai pas vue. Donc pareil, même technique, je suis repartie me coucher, et le lendemain, elle est parvenue. J'étais tranquille. Parce qu'en fait, je ne savais pas que je pouvais les aider. Que quand ils m'apparaissent, c'est que je peux leur apporter quelque chose. Ça, je n'avais pas compris. Il fallait juste que je leur demande, est-ce que je peux vous aider? Ça, je ne savais pas encore. Et on va arriver en 2006. Alors, en 2006, je vais vivre un grand traumatisme. C'est ma séparation avec le papa de mes enfants. Donc, je vais très très mal. J'avais mis un petit peu de côté toutes les prières à l'époque. Mais quand on va très très mal, vous savez ce qui se passe? On se remet à prier. Et c'est le cas. Je me suis remis vraiment à prier avec faveur, vraiment à demander de l'aide de l'au-delà. Et j'ai été entendue parce que j'ai rencontré très peu de temps après mon mari Christophe actuellement. Et puis, je vais coucher mon petit garçon à la sieste. On est donc en août 2006. Donc je le couche, il a 1 an, il s'appelle Vincent. Et puis je vais m'allonger après dans ma chambre. Et là, j'ai une vision qui m'apparaît. Il y a un ange qui me dit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu aides les autres. Est-ce que tu acceptes la mission? Alors, j'avais le cœur qui battait, c'était quelque chose de très joyeux. Je ressentais beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Et je sentais aussi que j'avais le choix de dire oui ou j'avais le choix de dire non. Il n'y avait aucune notion de culpabilité. Et ça m'a vraiment touchée, ça m'a interpellée. Et oui, j'acceptais la mission. J'étais transportée d'amour, transportée de joie. La vision s'arrête. Concrètement, ça veut dire quoi aider les autres? Parce qu'en fait, ils ne m'ont pas donné de mode d'emploi. Donc je me rappelle ce que mamie m'a dit. Mamie m'avait dit, tu feras comme moi. Je dis, ah bah c'est super, je vais faire comme elle. Alors me voilà partie acheter un jeu de cartes. Bon, ok, j'ai le jeu de cartes. Qu'est-ce que j'en fais? On va appeler les copines. Alors, voilà, alors attention, hein, je ne le dis pas à tout le monde, évidemment, j'ai peur de passer pour une folle. Donc les copines avec qui je me sens un petit peu à l'aise. D'ailleurs, j'en ai une qui est là ce soir, Sylvana. Je dis voilà, j'ai un ange qui m'a parlé, est-ce que vous seriez d'accord, les filles, que je teste sur vous? Sylvana a testé. Et donc, très rapidement, je me suis rendu compte que j'arrivais à ressentir des choses avec mes cartes. Mais là, pareil, ça m'a fait un peu peur, parce que quand vous commencez à prédire l'avenir aux gens, vous pouvez prendre un pouvoir sur eux. Et je me suis rendu compte très rapidement qu'il y a des personnes qui ne pouvaient plus prendre une seule décision sans passer un coup de fil. Et ça m'a fait peur. Notamment une fois, j'étais en train de faire ma vaisselle ce jour-là, et le téléphone sonne et sonne et sonne chez les enfants, c'est les vacances scolaires, enfin bref. Je décroche. Oui, allô Anne-Hélène? Oui, voilà, je suis chez mon concessionnaire voiture. J'hésite entre 2 voitures, mais celle que je veux elle est rouge, sauf qu'il y a 2 jours, j'ai fait un cauchemar où j'avais un grave accident avec une voiture rouge. Laquelle j'achète? J'ai dit, c'est pas possible, non, je ne veux pas prendre cette responsabilité, c'est pas pour moi. Donc, je me suis dit, plus de voyance, terminé. Par contre, ce que j'aimais, c'était vraiment le contact avec les personnes décédées. Moi, ce que j'aime, c'est réparer les personnes qui sont parties et les personnes qui sont là. C'est ça que j'aime faire. C'est ça la mission sur Terre. Donc, je me suis dit, je vais continuer comme ça. Et là, on va arriver le 31 décembre 2014. Le 31 décembre 2014, je suis dans mon jardin. Je suis baignée de gratitude pour l'année écoulée. J'ai mes amis qui vont arriver, on va faire une grande fête pour le 31 décembre. Et là, pareil, un ange m'apparaît et me dit, nous voulons que tu écrives un livre. Nous voulons que tu témoignes de ce que tu vis dans ton quotidien avec nous et avec les personnes décédées. Oh, moi,
Mais j'ai jamais écrit de livre de ma vie. J'étais pas première de ma classe, pas en français non plus. Enfin, je me sens pas légitime. Si, t'inquiète pas. Tu vas écrire un livre qui sera très facile à lire parce que nous voulons que tout le monde le lise. Bon, ok. Je vais voir mon mari. Je dis, Christophe, tu sais pas, il faut que j'écrive un livre. Oh là 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 là. Et tu sais je te rappelle, hein, on a 6 enfants, il y a beaucoup de travail. Est-ce que tu es vraiment sûr? Est-ce que tu es sûr que ce livre va intéresser quelqu'un? Est-ce que tu es vraiment sûr qu'ils t'ont demandé? Bah, écoute, je crois. Alors, vous savez, moi je manque beaucoup de confiance en moi, je manque beaucoup de légitimité. Alors je savais pas trop, donc j'ai mis 4 ans du coup à l'écrire. Hein. J'ai commencé à l'écrire et je m'arrêtais, j'avais des belles histoires à raconter. Ben, je l'écrivais un petit peu. Et on va arriver en janvier 2018. Janvier 2018, nouvelle apparition des anges qui me disent « Et ton livre, ça fait un bon moment qu'on l'attend, il serait temps que tu le termines. » Alors là, plus d'hésitation possible. J'ai vraiment la confirmation que mon livre est attendu. Je leur dis, écoutez, je vous promets, je suis vraiment désolée, mais je vous promets, là je vais m'enfermer, je vais l'écrire, et avant le 31 décembre 2018, il sera terminé, c'est promis. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis enfermée, j'ai écrit. Et donc mon livre est sorti en avril 2019, et ce qui est incroyable, et ce que j'ai vraiment envie de partager avec vous ce soir, c'est que moi j'avais aucun recul quand ce livre est sorti, je ne savais pas ce que ça allait donner. Mais il faut que je vous montre parce que je suis trop contente. Alors, ça c'est Amazon, ça c'est le drapeau du Canada, et j'ai été best-seller au Canada le 15 juillet de cette année. Donc, je suis trop contente. J'ai été aussi, ça c'est Amazon.fr, donc j'ai été aussi meilleure vente sur Amazon. Il est traduit en anglais, il est traduit en italien. Là, il est en train de sortir en allemand, en espagnol et en slovaque. Alors, pourquoi en slovaque? Parce que pendant le confinement, j'ai une dame slovaque qui m'écrit en disant « J'ai adoré votre livre. Voilà, sauf que je suis triste parce que ma famille qui vit en Slovaquie ne peuvent pas le lire parce qu'ils ne savent pas lire le français. Du coup, j'ai tout traduit en slovaque. Ça vous dérange? Oh, c'est super, merci. Et il a été également transcrit en braille. Il a été choisi par le centre de transcription en braille de Toulouse. Et donc, il existe en braille. Donc, je suis ravie. Merci. Ouais, c'est un beau cadeau, là. Honnêtement, j'ai vu un rêve. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Parce qu'en fait, je suis un peu gênée de vous dire que c'est moi qui l'ai écrit. Parce que pour moi, ils me l'ont dicté. Je l'ai vraiment écrit avec mes anges. Et cette partie-là, la partie du plateau du joli, c'est eux. Ils m'ont dit, nous voulons que tu expliques en fait aux humains, aux personnes qui vont lire le livre, qu'on fait tous partie d'un jeu. Et là, c'est matérialisé dans mon esprit, ce plateau, comme un plateau de Monopoly avec des pions qu'il faut comme ça avancer. Je leur dis, on va quand même pas l'appeler le Monopoly de la vie. Et il me dit, non, tu vas l'appeler le jeu vie. Parce que tu peux l'écrire de 2 façons différentes. J-E-U-V-I-E ou J-E-V-I-S. Waouh, le beau jeu de mots, j'étais ravie parce que jamais j'aurais pu, je pense, l'inventer. J'avais des larmes de gratitude, j'étais vraiment heureuse. Et ils m'ont dit, voilà, vous allez choisir avant de vous incarner des cartes expérience. Ces cartes expérience, elles vont arriver après dans votre vie, mais vous ne saurez pas quand elles vont tomber dans votre vie. Ça peut être une rencontre, un mariage, un décès, une maladie, une naissance. Enfin voilà, tout ça, c'est vraiment des éléments clés qui arriveront dans votre vie et vous ne savez pas quand ils vont arriver. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tout seul. Vous allez faire équipe avec un ange gardien. Cet ange gardien, vous allez le choisir avant de vous incarner sur Terre. Ça va être votre pote en fait. Vous allez faire équipe avec lui. Donc, quand vous allez vous incarner sur Terre, vous ne serez pas tout seul. Par contre, il faut penser à l'appeler. Parce qu'il y a beaucoup d'anges gardiens qui sont au chômage. Il faut penser à appeler son ange gardien. Il faut appeler à l'aide. Sinon, il ne peut rien faire pour nous. Et du coup, la première histoire que j'ai envie de vous raconter, c'est l'histoire de ma meilleure amie Sandra, qui est là. Donc Sandra, je l'ai rencontrée quelques mois après mon arrivée sur le territoire et elle a été embauchée dans le cabinet d'avocat dans lequel je travaillais. Et j'ai eu un coup de foudre amical tout de suite pour elle et depuis, on ne s'est jamais quitté. Mais Sandra a aussi un secret. Et son secret, c'est que Sandra est juive et elle est tombée enceinte quelques mois avant son mariage. Et elle est née dans une famille juive très pratiquante. Et elle s'est dit,
je suis enceinte avant mon mariage, c'est pas possible. Je peux pas faire ça à mon père. Je peux pas arriver à la synagogue enceinte. Donc je vais rien dire à personne. Je vais avorter. Et puis après le mariage, on s'y remettra et je retomberai enceinte. Sauf que malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. Sandra a avorté, elle s'est mariée à la synagogue, personne n'a rien su. Sauf qu'elle n'arrive pas à retomber enceinte. Ça marche pas, ça marche plus. Alors au début, elle ne se décourage pas parce que première année, ça va, je suis jeune, deuxième année, troisième année. Puis les années passent et elle se rend compte qu'il n'y a pas de bébé. Et donc je rencontre Sandra en 99, mais elle me parle vraiment après, en fait, moi c'est en 2006 que j'ai découvert ma mission. Et donc fin 2007, Sandra vient me voir un jour chez moi et elle me dit, faut que tu m'aides. Je vais très mal, je me supporte plus. Quand j'apprends que quelqu'un est enceinte, je vis mal, j'arrive plus à me réjouir pour la personne. Je me déteste en fait, c'est pas moi. Moi je suis quelqu'un que je suis dans l'amour, ça me ressemble pas. Faut que tu m'aides. Ah oui, mais tu veux que je fasse quoi? Je veux que tu appelles mon papy Maurice. Je veux qu'il vienne te dire. Je dis, mais Sandra, ça marche pas comme ça. Moi je peux essayer de l'appeler, mais peut-être qu'il viendra pas. C'est pas moi qui décide en fait qui vient pas. Peut-être que ça peut être ta grand-mère qui viendra. Elle me dit, non, 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 appelle mon grand-père Maurice. J'étais très très proche de lui. Oh, on va essayer. Je ferme les yeux, c'est moi, c'est ma technique. J'essaie de me connecter, vraiment de couper avec la terre et pour partir dans l'au-delà. Chance, papy Maurice arrive. Je dis, ben voilà, bon, il savait très bien le problème de sa petite fille. Et je dis, alors qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, c'est très simple. Il faut que Sandra prenne des fleurs, qu'elle aille en haut d'une montagne. Là, elle va s'agenouiller, elle va lever les bras au ciel. Et elle va faire la paix avec Dieu et on va lui envoyer un enfant. Oh. Là maintenant, il faut que je répète, sans passer pour une folle. Ça va, c'est Sandra. Bon ben Sandra, donc je lui refais, il faut prendre des fleurs, aller en haut d'une montagne, et puis tu t'agenouilles, tu lèves les bras, on t'enverra un enfant. Ouh là là, moi j'ai pas envie d'y aller toute seule. Je dis, bon écoute, c'est pas grave, donc c'est dimanche. Écoute, regarde, mon bougainvillier est en fleurs, voilà le sécateur, tu vas prendre des fleurs, et puis on y va ensemble. Christophe, tu gardes les enfants, s'il te plaît? Alors lui aussi, tout ce que je lui fais faire à chaque fois. Mais vous allez où? Donc je lui explique même pas. Non, non, mais on a un truc à faire, t'inquiète, tu gardes les enfants. Ça va. Donc il garde les enfants, nous voilà partis. Et donc, oui, je sais pas, je vous l'ai dit que j'habitais à côté du rond-point de la Vierge. Oui, oui. Donc en fait, j'habite à côté du rond-point de la Vierge. Donc j'ai dit à Sandra, bah, c'est pas grave, c'est pas une montagne, mais c'est une petite colline, et ça fera l'affaire. Donc nous voilà partis. Et sur le chemin, il y a une vision qui m'apparaît. Je vois un monsieur qui parle devant un groupe de personnes comme ça. Ils font pas du tout attention à moi. Sauf le monsieur, il tourne la tête, il me regarde, et il me dit, c'est moi qui vais descendre sur terre. Je dis, Sandra, on va t'envoyer un garçon. Oh non, j'aurais préféré une fille. J'ai un non, Sandra, t'exagères. Elle me dit, non, non, mais t'inquiète, t'inquiète. Ça va aller, ça va aller. On continue. Nous voilà arrivés donc sur le rond-point où il y a la Vierge. Alors, comme je vous ai dit, Sandra est juive, donc on n'est pas rentré dans l'enceinte où il y a la Vierge. On est resté à l'extérieur. Et puis on a regardé, on s'est mis face à la mer. Donc Sandra s'agenouille, elle dépose les fleurs. Et là, moi, je me sens éjectée de la scène. Comme si, en fait, ça ne me concerne pas, c'est pas mon histoire. Mais c'est pas vexant, je comprends que j'ai rien à lui faire et que c'est entre elle et là-haut et pas avec moi, pas de problème. Et puis aussitôt, il y a une nouvelle vision qui m'apparaît. Là, je vois un groupe de femmes qui est là. Et cette femme, une des femmes, me regarde et me dit, on va faire une grande fête pour dire au revoir à l'âme qui descend sur terre. Oh, et là, je vais vous montrer la fête. C'était mais magique. Et j'entends les des femmes juives. Parce que donc, je vous disais, Sandra est juive. Et puis là, je rouvre les yeux, je vois Sandra qui se lève. Et je lui dis, alors, qu'est-ce que tu as ressenti? Elle me dit, bah, pas grand-chose. Quand j'ai levé les bras, j'ai senti une chaleur qui m'a envahi. Mais c'est tout. Elle n'a pas eu accès à la même vision que moi. Mais moi, j'avais le cœur qui battait. J'avais pas envie de redescendre sur terre. J'avais envie de participer à la fête. J'avais envie, moi, d'être là. Et cette journée du dimanche a été compliquée pour moi de réintégrer, vous voyez, la terre, ma famille, parce que j'avais vraiment envie de rester dans l'au-delà. Et voilà, Yann est né le 3 juin 2009, voilà, et c'est son papa qui a fait son prénom, et Yann veut dire Dieu fait grâce. Je trouve ça vraiment très 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 beau. Et le lendemain,
Ah oui, vous pouvez applaudir, elle sera contente. Hein. Et le lendemain, j'ai eu cette vision qui m'est aussi venue. Et on m'a dit, voilà, tu vas assister à une incarnation sur Terre. Parce que tu vois, le tunnel dont parlait Géraldine, notamment dans les UMI, ce tunnel-là, vous l'empruntez 2 fois. Vous l'empruntez à l'aller, quand vous venez vous incarner sur Terre, et vous l'empruntez aussi au retour. Et donc moi j'ai compris qu'on choisit notre incarnation sur Terre. Voilà, avec l'expérience de Sandra, c'est comme ça que je l'ai compris. Et puis maintenant, je vais vous raconter aussi une autre histoire. Alors c'est l'histoire de Daniel et Luigi. C'est un couple d'amis qui sont beaucoup plus âgés que moi. Je les ai rencontrés quand j'avais 17 ans. Et ils m'ont adoptée comme si j'étais leur fille. Et on est partis souvent ensemble en vacances. Et même quand je suis venue vivre sur le territoire, en Nouvelle-Calédonie, quand je repartais à Dijon, ben, je repartais les voir et puis on partait aussi encore en vacances. Donc c'était vraiment un couple d'amis avec qui je suis très proche. Nous sommes en décembre 2014. Oui, c'est ça, début 2014. Et Daniel, donc la dame, Daniel m'appelle, mon amie, et elle me dit, voilà, comment tu vas ma princesse? Oh, bah, écoute, ça va bien, on fait un appel Skype. Et là, elle me dit, tu sais, Luigi va pas très bien en ce moment, elle a des petits problèmes de santé. Est-ce que tu pourrais regarder dans tes cartes? Ah mais Daniel, je fais plus les cartes. Non, mais s'il te plaît, tu regardes dans les cartes, voilà, tranquillement, je te rappelle demain. Je dis, mais non, mais vas-y, il y a quoi? Non, non, t'inquiète, tu regardes dans tes cartes et je te rappelle demain. Et on raccroche. Oh, bon, moi, il est tard, hein, j'ai envie d'aller me coucher, donc je vais me coucher. Et puis le lendemain, ben, je pars travailler. Alors à l'époque, en 2014, on n'avait pas Internet sur les smartphones, voilà. Donc bon, moi, je suis partie travailler. Et puis le soir, quand je rentre, je prends ma tablette et je vois beaucoup d'appels Skype en absence de Daniel. Je me dis, oh là là, si elle a appelé, elle qui est en métropole, si elle a appelé quand ça correspond à la journée pour nous, ça veut dire qu'elle n'a pas dormi de la nuit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même de grave. Bon. Qu'est-ce que je fais? Je regarde quand même dans mes cartes comme elle m'avait demandé, mais il n'y a rien, je vois poche. Là, je me rappelle que Luigi avait une maman que j'avais connue, donc depuis elle était décédée, mais elle était très âgée aussi, elle allait être centenaire. Et avant mon départ pour la Nouvelle-Calédonie, j'avais rencontré sa maman. Je me suis dit, bon, ben, peut-être que je pourrais l'appeler. Donc pareil, je suis dans ma chambre, je ferme mes yeux, je me connecte et j'essaie d'appeler sa maman. Et là, elle m'apparaît, toujours sous forme d'hologramme. Elle m'apparaît accompagnée de son mari, donc du papa Luigi. Ils se tiennent par la main. Ils sont habillés tous les deux en noir, donc ils sont italiens aussi. Et puis elle me dit, nous sommes venus te dire que c'est un grand jour pour nous. On vient chercher notre fils. Et on est très heureux, et on est impatient. Et elle me communique sa joie, elle me communique son impatience. Alors moi je suis contente, je dis, ah bah c'est bien, je suis contente pour vous, c'est super. Voilà, vous êtes content, je suis content. Et la vision s'arrête. Sauf que pareil, je réatterris sur Terre, là, comme ça. Oh, je me dis, ah là, comment je vais annoncer ça? Alors je prends mon courage à 2 mains. J'appelle sur Skype Daniel. Une sonnerie. Une seule sonnerie et elle décroche. Et là, j'entends le d'espoir. C'est toi? Alors? En fait... Attends, quitte pas. Luigi est là, je te le passe. Ok. Et là, Luigi, je vais vous le présenter. 83 ans. C'est un homme d'affaires. Il a extrêmement bien réussi dans son business. C'est un patriarche. Et c'est quelqu'un qui en impose. Et on ne lui ment pas. Et on ne peut même pas lui mentir, c'est lui qui a le pouvoir. Et là, on est sur les écrans interposés. Et il me dit, alors, je veux tout savoir. Très froidement. Je dis, bah écoute, j'ai ressenti la présence de tes parents. Et ils viennent te chercher. Ok. Et là, il est très froid. J'ai combien de temps? Ah ben, je sais pas. Je sais pas. J'ai combien de temps? Je sais pas. Et je veux pas savoir. Je n'ai pas ce pouvoir-là, j'en veux pas. J'ai besoin que tu me dises combien de temps il me reste. J'en sais rien. Regarde dans tes cartes. Bon, alors, comme je vous dis, je m'écrase. Hein. Puis bon, vu la nouvelle, on va se faire petite. Alors je prends mes cartes, je sais pas. Et puis il me semblait que le chiffre 4 revenait beaucoup parce qu'en bas de mes cartes, il y a des numéros. Donc je me dis, bah écoute, le chiffre 4 revient beaucoup. Il me dit, oui, mais ça veut dire quoi? 4 quoi? 4 jours? 4 mois? 4 ans? Je dis, oh bah t'as bien 4 ans, c'est sûr. Luigi, qui est là, il faisait 80 km de vélo par jour. Il avait plusieurs Ferrari, il conduisait comme un malade ses Ferrari. Une fois, j'étais montée avec lui, je ne vous raconte pas. J'ai fait mes prières.
Donc il était mais en pleine forme. Donc je lui dis non mais c'est bon, t'as 4 ans, c'est sûr. Luigi est décédé 4 semaines exactement après cet appel. Tout a été très très vite, tout s'est enchaîné très vite. En fait, sa santé s'est vraiment dégradée, il a été hospitalisé, il ne sera jamais ressorti. Donc j'avais Daniel tous les jours au téléphone, enfin voilà, sur Skype, qui me donnait des nouvelles. Et puis, fin décembre, elle ne m'a pas appelé, elle m'a envoyé un message en me disant « La Ferrari vient de caler son moteur pour la dernière fois. » Et là j'ai compris. J'ai compris qu'il était parti. Alors j'ai eu aussi le besoin, j'ai ressenti le besoin d'aller me recueillir et de penser à lui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai eu la chance d'assister à son arrivée céleste. Et il y avait une grande fête organisée pour lui. Je l'ai vu en pleine forme, vraiment, il souffrait plus, il allait super bien. Il y avait sa maman qui était là, il se tenait par le bras, il remontait comme ça, comme une allée, et il était accueilli par une foule de personnes. Parce qu'en fait, Luigi avait donc beaucoup de moyens financiers, mais il avait été aussi très très généreux. Il avait aidé mais énormément de gens sur Terre. Et c'est comme s'il les retrouvait tous, et même lui, il était étonné de l'accueil qu'il a eu. Il a eu un accueil grandiose. J'ai ressenti tellement de joie, tellement d'amour, que j'ai pas honte de vous le dire ce soir, mais c'est des larmes de joie qui ont coulé le long de mes joues. Alors bien sûr, j'étais triste pour Daniel qui allait rester, pour ses enfants, mais moi j'étais connectée à l'au-delà, et c'était vraiment merveilleux. Il y a une autre histoire aussi, que j'ai envie de partager avec vous, c'est l'histoire de Joël. Alors la première conférence, je n'en ai pas parlé de Joël, parce que je n'avais pas du tout pensé à parler de son histoire. Mais quelques jours avant la deuxième conférence, j'ai senti sa présence dans ma salle de bain, et elle m'a dit « Tu sais, c'est bientôt mon anniversaire, je suis née le 7 septembre. » Je dis « Oui, je sais. » Elle me dit « Tu sais, j'aimerais bien que tu racontes notre histoire à toutes les deux, si tu es d'accord. » Je dis « D'accord, c'est une belle histoire, alors je vais la raconter. » Joël est né le 7 septembre 1954 à Oran, en Algérie. Elle a été traumatisée par la guerre d'Algérie et elle est arrivée en France, elle avait l'âge de 8 ans. À 16 ans, sa maman a décidé qu'elle n'avait plus besoin d'aller à l'école, parce qu'une fille, ça n'a pas besoin d'aller à l'école, ça a juste besoin de trouver un bon mari. Donc elle a arrêté l'école à 16 ans. Et à 19 ans, sa maman l'a mariée à un homme beaucoup plus âgé qu'elle, il avait 11 ans de plus. C'est pas grave, elle a vu ça comme un signe du destin, et elle s'est dit, je vais être une super maman, une super épouse. Elle va avoir 3 enfants, 2 garçons et une fille, et puis elle va essayer de faire que tout soit bien en ordre et que sa famille ressemble vraiment à la famille du bonheur. Sauf que ça ne marche pas toujours comme ça, et son mari n'avait pas trop envie d'obéir, et ses enfants non plus, et donc c'était très difficile pour elle. Et quand les enfants ont été dans l'adolescence, elle est tombée en dépression, parce que tout son petit monde explosait comme ça. Et elle a rencontré un ami extraordinaire, un ami qui ne la quittera jamais, qui sera toujours là pour elle. Donc pas tout le temps, le matin, la nuit, le soir, elle sera tout le temps là pour elle. Alors au départ, elle le voyait en cachette. Et puis après, elle s'est affichée avec lui. Son ami, il s'appelait Alcool. Et Alcool a fait beaucoup de dégâts sur Joël. C'est-à-dire qu'il a fait le vide autour d'elle. Elle n'a plus vu sa famille, elle n'a plus vu ses amis. De temps en temps, elle se rendait compte qu'il y avait un grand vide et qu'elle se sentait bien seule. Alors elle appelait à l'aide. Puis là, sa famille, ses amis lui disaient « Mais tu sais, tu peux te faire aider, il faut que tu te fasses suivre, fais une psychothérapie, va faire des cures. » Ah ouais. Alors elle y allait 3 jours, et puis au bout de 3 jours, ça y est, je suis guérie, je sors. Bien sûr, elle retombait. Joël est décédée toute seule chez elle au mois de mars 2007, soit 3 mois avant mes 30 ans. Joël, c'est ma maman. Ce jour-là, quand je suis arrivée au bureau, parce que pareil, pas d'internet, j'avais un message de mes cousines qui m'a dit « Il faut que tu nous appelles de toute urgence ». Alors j'appelle ma cousine. Ma cousine me dit « Voilà, ta maman est décédée, elle nous a quittés ». Alors là, j'ai vécu les étapes du deuil de Géraldine en accéléré, le déni. Non, c'est pas possible. Ma mère, elle n'est pas morte. J'y crois pas. Et puis après, la colère. Alors la colère. Comment elle a pu me faire ça à moi? Comment elle a pu mourir? Elle m'avait fait tellement de promesses. Elle m'avait promis qu'elle s'en sortirait. Elle m'avait promis qu'elle irait encore en cure et que cette fois-ci ce serait la bonne. Elle m'a trahi. Elle m'a abandonnée.
J'ai pas trop eu le temps de réfléchir, j'ai appelé mon petit frère qui vit aussi en Calédonie et je lui ai dit ben voilà, moi maman est décédée. Et le soir, on était dans un avion et on partait à ma destination de Dijon pour aller enterrer notre maman. On n'a pas beaucoup parlé tous les deux pendant le trajet. Et puis ce que je vais dire là du coup ça concerne que moi puisqu'on n'a vraiment pas parlé avec mon petit frère. Moi j'ai eu honte de partir en métropole enterrer ma maman. J'ai eu honte d'être confrontée au regard des gens qui savaient que je parlais plus à ma maman à cause de l'alcool. J'avais honte de montrer aux gens que j'avais pas réussi à aider ma maman et que j'avais fui quelque part à 22 ans quand je suis venue vivre ici en Nouvelle-Calédonie. Alors j'ai pris mon courage à deux mains, mais de toute façon j'y étais. Et je suis arrivée juste pour la mise en bière. Ah, la mise en bière. Je pense qu'il y en a certainement ici qui vous avez connu la mise en bière. Alors là, vous arrivez dans une salle très froide, au sens figuré comme au sens réel du terme, c'est-à-dire la salle elle est frigorifiée parce qu'il y a la clim à fond, puis elle est moche et elle ne ressemble à rien. Et puis vous avez une boîte là, rectangulaire, il y a un corps dedans, on me dit que c'est celui de ma maman. Honnêtement, moi je ne le reconnais pas parce qu'il est déformé par la boisson. Et puis j'ai ma tante qui est là, donc la sœur de ma mère. Alors je ne sais pas comment elle fait, elle embrasse ma mère et elle lui embrasse les cheveux et la tête et les mains. Elle me dit, ma fille, viens embrasser maman, viens embrasser ta mère. Ah non tata, non, j'ai pas très envie. Viens, tu vas le regretter plus tard. Non tata, je te jure, j'ai pas envie. Et là, j'ai ma maman qui m'apparaît à côté de moi. Elle me fait ce cadeau-là. Je dis, maman, c'est toi? Parce que pareil, elle avait rajeuni, elle était comme ça, sauf qu'elle avait les cheveux détachés. Elle m'a dit, oui, c'est moi. Ah, je suis contente. Et instantanément, notre complicité était revenue. Parce que je vais vous dire que ma maman, c'était ma meilleure amie. Et j'étais très très proche d'elle. Voilà. Et là, elle me dit, tu veux pas qu'on sorte? C'est sordide ici. Je dis, ah oui, j'aimerais bien maman, mais je crois que ta sœur, elle va pas comprendre. Mes cousines non plus. Donc, et puis en 2007, personne ne savait encore dans ma famille ce que je faisais. Donc, j'ai rien dit. Puis je suis restée là. Et je voyais bien que ma tante, elle me regardait bizarrement parce que moi, j'avais un sourire en fait. J'étais contente, j'étais avec ma mère. Et je la voyais, mais elle me lançait mais des lasers comme ça. Et puis voilà. Ma maman ne m'est plus jamais réapparue comme elle m'est apparue ce soir-là, enfin ce jour-là, à la mise en bière. Mais elle communique avec moi par de la musique. Et c'est pour ça que je vais venir en parler aussi. Et donc ce fameux mercredi, donc 2 jours avant la deuxième conférence, chantons une première musique à elle. Je dis, ah, maman, c'est chouette, t'es là. En plus, j'ai ma deuxième conférence, je suis un peu stressée. Super, t'es avec moi. Deuxième musique. Ah, bah c'est bien, t'es vraiment avec moi. Troisième musique. Bon, ok, il y a peut-être un message à comprendre. Et c'est là, elle me dit, oui, j'aimerais bien que tu racontes notre histoire à la conférence. Et c'est vrai qu'elle a toujours été là. Et quand j'ai écrit mon livre en septembre 2018, donc je vous rappelle, elle est née le 7 septembre, donc vers le mois de septembre, enfin au mois de septembre 2018, au départ, je n'allais pas parler de son histoire dans mon livre. Parce que je ne voulais pas parler de son alcoolisme. J'avais honte de ça. Et puis je ne voulais pas résumer ma mère à une sorte d'alcool. Parce que ma mère, c'était quelqu'un tellement de généreux, ouais, d'exceptionnel. Et si je suis la femme que je suis ce soir, ben c'est grâce à ma maman. Donc voilà. Et quand elle m'a dit, je voudrais que tu mettes mon histoire dans ton livre, je suis ok, mais on va le faire d'une belle façon, maman, alors. Et c'est comme ça que c'est ma plus belle histoire d'ailleurs pour moi. Mon livre, c'est son histoire avec elle. Et voilà. Je sais bien que quand la personne part, ben, c'est plus comme avant. Vous ne pouvez plus lui passer un coup de fil et lui dire hey, on se fait un resto la semaine prochaine, on va se faire un cinoche, on part en vacances. Je sais que c'est plus possible. Mais vous allez pouvoir mettre des codes avec les personnes décédées. Ces codes, soyez, voilà, comme disait Géraldine tout à l'heure, ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur. Et puis il faut aussi avoir envie d'y croire. Parce que des signes, vous allez pouvoir peut-être passer à côté. Parce que des fois, vous dites, non mais est-ce que je suis folle? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça m'arrive? Alors vous allez pouvoir tomber sur des plumes. Alors je ne vous parle pas d'une plume qui sera là, mais au moment où vous allez passer, les coccinelles, pour moi c'est vraiment un signe. D'ailleurs tout à l'heure, ma fille, elle sortait de l'école et elle a vu sur un pare-brise de voiture une coccinelle, elle l'a pris en photo. Et un copain lui dit, tu fais quoi? Attends, je prends la photo pour ma mère. Le copain lui dit, mais t'es sérieuse là? Elle a dit, ouais, ça va lui porter chance pour la conférence de ce soir. Et elle me l'a envoyé. Voilà, la forme dans les nuages. Regarde. Oh pardon. J'ai pas appuyé où il fallait, mais c'est pas grave. Voilà, la forme des nuages, les papillons. Pareil, si vous avez un papillon qui vous tourne autour, pas qui là, mais qui là. J'ai des gens qui me disent, on a eu un décès, il y a un papillon qui s'est posé sur nous. Voilà, les arcs-en-ciel, les heures jumelles. Alors, les heures jumelles,
12h12, 23h23 notamment. Vous allez trouver plein de significations sur Internet à quoi correspondent les heures jumelles. Moi, personnellement, je ne m'attarde pas trop. Il y a une heure jumelle et ça me suffit. Et puis l'électricité aussi, comme disait Géraldine avec sa sœur. C'est l'électricité, toi? Oui, hein? La télé, ouais, qui s'allume et qui s'éteint. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me raconter ça. La télé s'allume, s'éteint. Les lumières aussi. Les ampoules, ça clignote, ça s'éteint, ça revient. Et puis, donc j'ai beaucoup voilà, de témoignages sur l'électricité. Puis un jour, je suis pareil dans ma salle de bain, puis je dis à mes anges, pourquoi moi j'ai jamais d'électricité qui s'allume, qui s'éteint, alors qu'à tout le monde ça le fait? Et là je vous dis, ils m'ont répondu, mais trop bien. Ils m'ont dit, toi tu nous entends, d'accord? Pourquoi tu veux qu'on se fatigue à allumer et à éteindre l'électricité alors que tu nous entends? Je dis, oui c'est vrai, c'est pas bête. Donc voilà. Et cette photo, c'est moi, quand je vous passe les messages de l'au-delà, quand je fais le lien avec eux et avec vous. Ça me rend heureuse. J'ai trouvé ma place sur Terre. Je me sens bien. Et des fois, j'aimerais avoir une prise électrique comme ça aussi et pouvoir vous brancher pour vous passer les émotions que moi je reçois en vous passant les messages et les émotions qui me traversent quand je suis avec eux dans l'au-delà. Malheureusement, j'ai pas de baguette magique, donc ça, je peux pas le faire. Je vous souhaite à tous de vous créer une extraordinaire partie de jeu vie. Allez-y, lâchez-vous, mettez tout votre cœur, vivez à fond votre vie, parce qu'on ne sait pas quand le compteur va s'arrêter. Donc je vous souhaite le meilleur. Passez une bonne soirée. Et merci.